Amis auditeurs de Radio M, bonjour Reda Amrani. On a commencé, très heureux de vous accueillir à nouveau, c'est pas un mardi. J'ai commencé par présenter les invités qui sont là et ensuite parler de Haltena. Hassan Hadouche nous rejoint et nous apporte son renfort aujourd'hui. On commence par les nouveautés. Ça va Hassan, tout va bien? Marhaba bik. Reda Amrani, toujours en forme, ton étudiant. Marhaba bik. Ali Harbi, par moi et par vous, mais avec nous ce jeudi, Marhaba bik, le jeudi parce que on n'a pas pu tenir le CPP le mardi d'avant, c'était une semaine sur deux, et le le Café des experts économiques l'autre mardi, ni le mardi d'avant-hier, parce qu'à deux reprises j'étais pris dans des tâches qui sont en train de devenir habituelles. Donc la première fois chez la juge d'instruction pour une affaire qui entre-temps s'est bouclée par un non-lieu, tant mieux, une affaire liée à l'expression et au métier de journalisme. Et j'ai pas pu aussi animer le Café des experts économiques mardi dernier. J'étais entendu par la brigade de la gendarmerie de Belmondre sur la gestion de l'agence qui édite Radio M. Et l'enjeu évidemment est toujours Radio M et sa capacité à travailler et à vous informer. Et donc voilà, nous nous retrouvons donc ce jeudi pour ce numéro. Nous continuons de travailler en attendant les épées de Damoclès nombreuses qui sont dressées au-dessus de notre tête et qui risquent de tomber à n'importe quel moment. Voilà, cet épisode étant refermé, messieurs, on va commencer par Madame Geneviève Verdier, qui a dirigé la mission du FMI à Alger pour évaluer, faire la révision de la revue de la situation économique, de la conjoncture en Algérie, et qui nous a produit une note, un commentaire sur cette note-là. Je vais tout de suite essayer de vous demander qu'est-ce que vous retenez le plus dans son commentaire. Il y a trois points saillants. Le redressement de la perspective qui devient plutôt positive sur le court terme pour l'Algérie. L'inflation qui est menaçante et qui est citée comme un point sur lequel il faudra travailler. Et puis, en troisième point, la nécessité de... alors, le mot qui est utilisé, c'est rééquilibrage. Donc, rééquilibrer le budget parce que ce budget-là n'est pas soutenable. Qu'est-ce que vous retenez en premier, Reda? Moi, j'ai eu les bonnes nouvelles, d'abord. Non, primo, le FMI, j'ai dit ce que j'en pensais. Il faut l'écouter poliment, mais pas plus. Même si l'Algérie fait partie du FMI depuis 1963. J'ai relu aussi leur rapport de novembre 2021. Ce qu'ils pensaient de l'économie algérienne, ils sont totalement à côté, à part l'inflation. Donc leurs prévisions, leurs remarques. Le FMI, je le dis, moi c'est dogmatique chez moi, il est au service des puissants. Et il n'aime pas les pays en voie de développement et encore moins les pays émergents. Donc toute sa littérature, il faut la lire entre les lignes. Tu ne risques pas d'avoir ton visa pour les États-Unis? Non, ça c'est certain, c'est certain. C'est certain. Avec tous les recours du monde. Ah oui, mais c'est la réalité. Il faut pas qu'on se ferme les yeux ou qu'on voit autrement. Maintenant, les remarques qu'il fait. Pourquoi, lorsqu'il permet à un pays comme les États-Unis d'avoir un déficit budgétaire de 8% et c'est normal? Pour les pays de l'Union européenne, c'est 6% et c'est normal. Et pour nous... Je me suis intéressé à la note de la revue française. Non, s'il te plaît, je termine après. C'est pas normal, il n'y a pas normal. Hein. Non, et lorsque nous, on dépasse le 3%, c'est le scandale, il faut leur fermer les crédits. Des 3 points, qu'est-ce que tu retiens, Arrêta? La question, c'est des 3 points, qu'est-ce que tu retiens? Mais les 3 points, moi... On est à 20%. Et après, les autres sont pires. Et on ne leur dit rien. Non. Et ils fabriquent des billets qui n'ont aucune contrepartie économique. Et on ne leur dit rien. Et ils provoquent l'inflation mondiale et on ne leur dit rien. Et nous, on nous suit qui m'a avec un fusil de chasse et une lunette. Non, le problème, c'est que ce que je retiens, c'est que leurs prévisions, pour moi, ne sont plus fiables, d'une part. Ce qu'ils ont... Juste puisque tu as la parole, qu'est-ce qu'ils ont dit en février, en novembre dernier, qui était à côté de la plaque? Ben, notre croissance, ils étaient à côté de la plaque. L'inflation, ils étaient un peu justes. Mais les histoires sur notre conduite économique, les redressements, notre politique économique, ils étaient à côté de la plaque. Heureusement qu'on ne les a pas écoutés, qu'on avait une feuille de route différente. Il ne s'est pas passé quelque chose entre-temps? Même s'il s'est passé quelque chose, la guerre en Ukraine, c'est la seule chose qui est différente. Mais tout le reste était prévu. Il y avait une pénurie d'hydrocarbures à travers le monde et elle était annoncée, elle était prévue et donc les prix des hydrocarbures étaient en train d'augmenter. La chaîne d'approvisionnement mondial était brisée.
par le Covid. Et donc, on savait quelles étaient les conséquences sur l'inflation et sur la croissance. Mais le reste, si tu veux, ils étaient à côté de la plaque. C'est pour ça que je dis, je les écoute poliment, pas plus. Merci. Toujours poliment, évidemment, c'est la règle dans le café des experts économiques. Hassan Haddouche, quelle réaction sur ces 3 points? Lequel est plus important pour toi? Pour moi, un point important par rapport à ce que vient de dire notre ami Amrani. Bon, le FMI, c'est une coopérative, donc on en fait partie. Nous, on cotise régulièrement, donc on fait partie du monde. Hein, voilà, on fait partie de l'économie mondiale. On est même très impliqué dans l'économie mondiale. Bon, bah, c'est normal qu'on fasse partie de cette coopérative, disons, mondiale. Et ça n'a pas que des inconvénients pour nous. Par exemple, l'année dernière, le FMI a fait une espèce de, de création monétaire. Ils ont créé, je sais pas, 500 milliards de dollars de DTS, et on a une autre part. Nous, on a eu 2,7 milliards de dollars de DTS donnés par le FMI à l'Algérie. Hein, donc, à ne pas confondre avec le remboursement de la somme mise à disposition. Oui, non, voilà, c'est ça. Bon, donc ça, c'est 2,7 milliards. Ils se sont ajoutés à nos réserves de change, donc ça nous a eu. Ça n'a pas que des inconvénients d'être, disons, voilà, membre de cette coopérative. Quelquefois, ça a des avantages aussi bien. Bon, moi je dis, le FMI, moi, vous savez, il faut un peu le considérer comme le docteur. C'est-à-dire, il n'est pas fait pour... Quand on va voir un docteur, quand on va voir un médecin, il nous parle pas de ce qui va bien, parce que ça l'intéresse pas ce qui va bien. Un médecin, il nous parle toujours de ce qui va pas bien. Il nous dit, voilà, vous savez que ça va pas bien, il faut faire attention. Et en général, c'est un petit peu, je veux dire, ce sont les diagnostics du FMI, ce sont des diagnostics un petit peu comme les diagnostics médicaux, c'est des diagnostics qui mettent le doigt sur les choses qui vont pas bien. Et alors, évidemment, ça peut être désagréable, mais bon, je veux dire, voilà, ça fait partie de son rôle. Son rôle, c'est pas de nous dire, vous êtes beau, tout va bien, et puis continuez comme ça. Le rôle, c'est de vous dire, attention, il y a des problèmes, et les problèmes... Alors, les problèmes que souligne le FMI dans son dernier rapport, là, je veux dire, la mission du FMI, parce que la mission aussi, il faut dire, elle est annuelle, elle est statutaire, elle fait partie, je veux dire, depuis des décennies du type de relation qu'on a avec eux. Voilà, ils viennent tous les ans, 2 fois par an, pendant 15 jours, ils rencontrent tous les responsables de l'économie algérienne, le ministre des Finances, la Banque centrale, même les députés, la Commission des Finances, etc. Et puis ils cherchent à se faire une idée sur la situation de l'économie algérienne, et ils font leur rapport. Bon, voilà, ils font leur rapport, et c'est assez transparent, puisque au terme de ce rapport, il y a même une conférence de presse, etc. Ils rencontrent les journalistes, ça c'est très bien. C'est une tradition qui est très utile. Ça permet de connaître un petit peu le point de vue des institutions financières internationales sur un point de vue extérieur, donc sur la situation de l'économie algérienne. Actuellement, c'est utile parce qu'on a un petit peu un récit unique, tu vois, ce qui est celui des autorités algériennes, qui a tendance à, disons, enjoliver un petit peu la situation. Eh ben, c'est bien d'avoir le point de vue aussi, le point de vue d'une institution financière internationale. Ça permet d'équilibrer. Nous aussi, ça nous permet de nous informer. Alors, moi, ce que je retiens principalement quand même de ce que nous a dit le FMI cette fois-ci, c'est que, bon, c'est ce qu'on savait déjà, nous, hein, c'est que, on est dans un processus, nous, de dépenses publiques, disons, très très importante. En particulier, le FMI insiste sur le fait que en 2023, on va augmenter considérablement nos dépenses publiques. Et ces dépenses publiques, elles vont se réaliser au prix d'un déficit budgétaire très très important. Et ce déficit budgétaire, il faudra le financer. Alors, il n'y a pas que le FMI qui dit ça. Je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, la loi de finances 2023, mais voilà, il faudra le financer. Mais c'est surtout ça qu'il faut écouter. Alors, Ali, toi, tu ne vas pas quand même retenir le fait que le FMI se félicite que la perspective à court terme de l'Algérie se soit redressée, ça nous donne une bouffée d'oxygène? Non, on a parlé du FMI pour le voir. C'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses, c'est trivial, parce que le FMI, juste pour compléter ce que disaient Hassan et Reda à l'instant, le FMI, tant que ça va, on est en dessous du radar, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien retenir la mission du FMI. C'est un régulateur à l'échelle globale de la viabilité des États. Au-delà des aspects budgétaires, c'est la viabilité des États qui est le sujet de préoccupation du FMI. Et sur le fond. Et donc, il a pour mission de prévenir des crises, des faillites d'État, des crises budgétaires, des crises économiques,
du fait, justement, en amont, du fait qu'il y aurait des politiques, je dirais entre guillemets, un peu irresponsables de la part de certains États, qui après, quand ils sont en cessation de paiement, viennent taper à la porte du FMI pour demander à consommer, donc justement... Liban, Sri Lanka pour la dette pour 2021. Juste pour prendre les derniers. Donc, c'est le rôle du FMI, c'est son travail, comme disait Hassan, c'est une coopérative qui sert à ça. Elle est asymétrique, elle est déséquilibrée, c'est un fait, mais elle sert à ça et elle a un rôle fonctionnel indispensable. Et si elle n'existait pas, il faudrait le créer, je le rappelle. Et si on pense qu'elle n'est pas bien, ben les Chinois sont en train de travailler sur un FMI bis. Donc ça va venir peut-être dans le cadre du développement des BRICS, que demain on aura un organisme compétiteur du FMI. On verra comment ça va se passer à ce moment-là. Mais pour le moment, donc le FMI, si vous êtes bien, il va vous dire vous êtes bien, puis on plie bagage, on n'en parle plus. Donc moi, ce que je retiens essentiellement, c'est pas parmi les trois que tu as cités, il y a un quatrième, c'est qu'il nous interpelle sur la soutenabilité du modèle de croissance. Et il ne faut pas perdre ça de vue. Je crois que c'est ça vraiment le vrai cheval de bataille. C'est que nous sommes en train de construire des hypothèses de croissance basées sur une ressource volatile et finie. Deux éléments clés. La volatilité des prix des hydrocarbures, même si on est sur, beaucoup d'experts le disent, on est sur une tendance prévisionnelle, donc sur une hypothèse de travail où les prix vont rester élevés assez longtemps. Mais ce n'est qu'une hypothèse de travail parce que justement, il y a des retournements de situation, il y a des crises momentanées, conjoncturelles et tout ça, qui peuvent créer des effets dominos de retour à la baisse du cours. Et donc, il y a cet aspect de volatilité et cet aspect de ressources finies. Ça veut dire qu'on n'en a pas pour 4 siècles. Nous ne sommes pas l'Arabie Saoudite. Il faut-il le rappeler encore une fois. Enfin, même l'Arabie Saoudite, c'est limité parce que jusqu'à la sortie du carbone. Oui, mais les Saoudiens, ils ont déjà commencé à anticiper ce problème-là. Mais juste pour dire que, rien que pour raisonner du point de vue des réserves prouvées, nous sommes sur des réserves prouvées quand même assez limitées. Et de ce point de vue-là, on est sur juste le temps d'un cycle économique de vraie diversification et de sortie du pétrole. Donc, et ce que les gens constatent, y compris le FMI, mais pas que le FMI, c'est qu'on n'est pas en train de faire grand-chose pour sortir du pétrole. Et ils nous le rappellent gentiment et poliment, comme on vient de le dire, que attention, vous êtes toujours sur la même trajectoire d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, d'il y a depuis 62. Le FMI note quand même avec satisfaction le fait que les exportations hors hydrocarbures sont en train de se redresser, ce sur quoi il a l'air de cautionner les chiffres. Nous, on s'est posé des questions sur ces chiffres-là et qui sont sujets à caution. Mais le FMI valide. Il dit qu'il y a une tendance favorable qui a contribué à renforcer les réserves de change de l'Algérie. Il y a une tendance favorable à l'augmentation des exportations, c'est indiscutable. Je ne chipote pas sur les chiffres parce que plus ou moins, ou bien à quel moment on comptabilise, etc. Moi, je m'en tiens quand même au fait qu'il y a des organisations internationales qui comptabilisent des échanges commerciaux entre pays sur lesquels on peut toujours recouper les chiffres de l'Algérie. Je rappelle que, par exemple, si on prend la plateforme Intracen, par exemple, les données communiquées par le gouvernement algérien sont insuffisantes. Ça veut dire qu'on a les données des autres pays, mais on n'a toujours pas les données du gouvernement algérien à temps. Bon, ça, c'est entre parenthèses, quelque chose à laquelle il faut remédier. Mais ceci étant dit, même les hausses d'exportation ne sont pas liées à une performance fondamentale de l'économie. Et la hausse fondamentale, c'est les 2,9 hors hydrocarbures. C'est les 2,9 de croissance hors hydrocarbures. En fait, c'est ça le vrai indicateur. Qu'est-ce qu'on a ? On a une croissance sur l'acier qui est due au fait que l'acier chinois est sous embargo sur le marché américain. Voilà pourquoi on est en train d'exporter de l'acier aux États-Unis, parce qu'il y a un embargo sur l'acier chinois. On est en train d'exporter du clinker parce que les cimentiers européens ne veulent plus faire le clinker chez eux à cause du bilan carbone. Donc voilà les paramètres qui sont en train... Et d'abord, le bilan carbone du clinker. Ne perd pas de ça de vue. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont déjà engagés sur des démarches. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de transférer le bilan carbone. Le jour où il y aura une taxe carbone, c'est nous qui allons la payer, Reda. Donc, ça veut dire que c'est de la politique de court terme de miser sur le clinker aujourd'hui, de point de vue stratégie. Et donc, sur le moyen terme, c'est une erreur de dire on est bon. On dit c'est bien. Je constate que c'est bien. Ça nous fait de l'argent. Ça nous fait du... Mais ce sont des politiques de court terme. C'est la même chose pour l'acier. Le jour où il y aura une détente avec les Chinois, l'acier chinois va revenir sur le marché mondial. Et ça va retomber. On peut ajouter une chose. Sauf l'exportation japonaise, puis l'exportation coréenne, se sont basées de tout temps sur l'exportation massive d'acier. Ils avaient des coûts de revient
et une efficacité dans la productivité. Mais je suis pour. Ce que je veux dire, que l'acier, en termes d'exportation, est un excellent produit. Et il se place n'importe où, il n'a pas besoin de service après-vente. Et il est géré par la bourse. Je ne discute pas de ça. Il est géré par la bourse. Je suis en train de te dire que... si tu arrives, l'acier c'est bien, mais c'est pas suffisant. Si tu arrives à fabriquer de l'acier et être compétitif, c'est excellent. Moi, j'aimerais bien que mon pays produise 40 millions de tonnes d'acier et on exporte 25. Mais on est d'accord, c'est pas ça le sujet. Il faut aller sur l'acier, je dis pas ça. Je dis que les paramètres aujourd'hui qui ont fait qu'on exporte de l'acier sont des paramètres conjoncturels. Non, dans l'immédiat. C'est là où je m'oppose à toi. Oui, mais je dis que l'acier est un fondement des politiques d'exportation, y compris par la Suède, qui est un ancien pays exportateur. Mais moi, à propos des exportations hors hydrocarbures, moi, je voudrais quand même souligner une chose. Bon, il y a une progression qui paraît assez spectaculaire. Bon, il faut quand même se poser la question de ce qu'on appelle exportation hors hydrocarbures chez nous. Hein. Bon, c'est souligné depuis longtemps. Hein, voilà. Bon, apparemment, enfin, il y a 2-3 ans, quand on avait plus d'informations qu'aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup d'informations sur les 5, sur les 7, etc. Voilà. Peut-être qu'on l'a fait un petit peu. Bon, en tout cas. Hors hydrocarbures, il y a beaucoup de pétrochimie là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de pétrochimie. Apparemment, il y a au moins la moitié. Oui, il y a beaucoup de produits dans la pétrochimie, voilà, il y a beaucoup, on appelle hors hydrocarbures des choses qui sont en fait des hydrocarbures. Bon, la pétrochimie, les experts nous disent que c'est 60. Oui, les gens nous disent qu'il y a 70%. Les engrais, les gens nous disent que là, dans les engrais, l'ammoniac, les gens nous disent qu'il y a 70% de gaz là-dedans. Hein. 70% de gaz. Hein. Donc, bon, voilà, on dit que c'est hors hydrocarbures, mais bon, il faut mettre entre guillemets hors hydrocarbures. Enfin, voilà. C'est manufacturé qu'on devrait avoir. On devrait essayer d'avoir manufacturé. Et j'ajoute qu'il y a beaucoup d'experts algériens qui se posent des questions depuis des années là-dessus, en se disant... comment dire, nos exportations hors hydrocarbures, elles sont réalisées par des entreprises algériennes ou des entreprises en joint venture qui bénéficient de prix du gaz hyper subventionnés. C'est la raison pour laquelle ils arrivent à exporter massivement. Enfin, j'ai un expert qui doit venir incessamment sous peu. Je ne vais plus dire son nom parce qu'à chaque fois que je dis son nom, il me fait faux bon. Voilà, ouais, qui dit qu'on devrait exporter directement du gaz, ça rapporterait plus que d'exporter du clinker. Actuellement, oui. Au prix où est le gaz. Au prix actuellement du gaz, évidemment. Oui. Évidemment. Alors, je voulais juste, par rapport à la croissance de 3,2 de 2022 que constate le FMI, qui donc une relative détente, etc. Est-ce que, alors là, c'est un peu de l'analyse macro, conjoncture et tout ça. Est-ce que vous l'attribuez uniquement à l'effet qui a touché un peu tous les pays qui ont souffert de la pandémie, reprise des activités, détente toute une partie de la sphère de production qui était sous cloche, qui a redémarré en 2020, fin 2021 et 2022, ou est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont plus liés à des mesures publiques qui ont facilité l'investissement et qui ont rendu le chiffre de 3,2 versus les 2,1 de 2021 possible? À qui vous attribuez? Quel est le moteur de cette relance relative, toute modeste d'ailleurs, de la croissance? Déjà aussi, personne n'est d'accord sur la croissance. Certains annoncent 4,1, le gouvernement. Des organismes internationaux annoncent 4,7 et certains disent qu'on est entre 2,1 et 3. Donc même ces chiffres, nous ne les maîtrisons, pas. Aujourd'hui, il faut se poser aussi la question. On est d'accord avec le rebond. Il y a un rebond. D'accord. Quel est le moteur du rebond? Moi, je pense que déjà, Sonatrach ne s'est jamais arrêté d'investir. Et aujourd'hui, elle investit 5 milliards de dollars par an. Et en fonds propres. Hein. Donc, c'est déjà un moteur. Le bâtiment a continué. Donc, oui, parce qu'on livre 300 000 logements par an. Tu étais le premier à te plaindre qu'il se soit arrêté. Qu'il ne soit pas, qu'on a arrêté en 2019. On a mis un freinage. Mais je constate qu'aujourd'hui, on est en train de livrer 300 000 logements par an. Ça veut dire qu'il y a derrière tout ça un travail, une croissance, une production, des matériaux locaux. L'agriculture est en train de faire des miracles en Algérie. Ça, on ne le montre pas. On est à plus de 6% de croissance au niveau de l'agriculture, et l'agriculture intensive, c'est-à-dire avec irrigation. Et donc, nous avons une croissance réelle. On le voit sur les marchés. Donc, il y a aussi cet aspect de l'agriculture. Donc, prenez les hydrocarbures.
prenez l'agriculture, prenez l'industrie qui se réveille. Aujourd'hui, l'industrie se réveille, que ce soit les entreprises publiques qui se remettent à réouvrir certaines usines, ou les privés, on vient de débloquer plus de 1200 projets qui étaient fermés, qui étaient à l'arrêt. Et donc, ça va donner des points de croissance et de l'emploi et du pouvoir d'achat, donc ça va annoncer, si tu veux, de la croissance. Mais alors, comment expliquer la prévision de 2023 qui est beaucoup plus en retrait que celle de cette année, 2022 ? Il y a, après le rebond, que moi, a priori, j'attribuerais plutôt à l'effet post-Covid. Pourquoi on retombe en dessous des 3%? C'est la prévision du FMI. Hein. Non, le FMI, mais la prévision algérienne, elle annonce plus de 8% de croissance dans l'industrie. Elle annonce près de 7% de croissance dans l'agriculture. Elle annonce une croissance dans le bâtiment. Et qui dit ces trois croissances? Une croissance dans les services. Nonobstant la croissance dans les hydrocarbures, parce que les investissements faits et qui continuent d'être faits amènent une croissance. Certains parlent de 17 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires qui arrivent sur le marché en 2023. Je ne sais pas d'où ils vont sortir, mais je sais que les gros investissements de transfert, de constitution du hub de Hassermel sont là, les investissements vont donner des résultats. Enfin, en gros, ça vient du gisement, des gisements du sud-ouest. Les gisements du sud-ouest, les petits gisements, et même les gisements de Hassi Berkin, de la zone de Berkin, arrivent maintenant. Donc, le hub de Hassi Hermel fonctionne réellement. Donc, on va avoir aussi une croissance dans les hydrocarbures utiles pour l'Algérie. Donc, cette croissance, elle est portée par divers secteurs, elle est relativement diversifiée. Pour moi, d'après mon analyse, elle est diversifiée. Et je le dis, l'industrie redémarre, attention, qu'on le veuille ou non, elle est en train de redémarrer. Et le secteur privé dans l'industrie, même si certains disent qu'il n'est pas vraiment bien intégré, même s'il est produit avec 5 ou 10% d'intégration, c'est déjà de la création de richesse et de l'emploi payé. Et donc, c'est une croissance qui arrive. Et Hassan Hadouche, les moteurs du rebond. Moi, le rebond, moi, je pense qu'il y a eu une chute brutale en 2020, à la suite du Covid. Le Covid, c'est début c'est mars 2020. Bon, il y a une chute brutale. On nous a donné des chiffres. On nous a dit que le chiffre officiel, c'était 4,5% de baisse du PIB en 2020. Moi, je pense, beaucoup de gens qui disent que c'est plus. On n'a pas fait qu'à moins seulement 4,5%, mais beaucoup plus. Bon, il y a un rebond, évident, en 2021. Moi, je pense que le rebond de 2021, il a été un petit peu contrarié par le fait qu'on a eu aussi, nous, les opérations main propre, etc., qui ont, évidemment, freiné l'investissement. L'ambiance, disons, le climat des affaires qui était très mauvais. Enfin, qui était très... Elle est derrière nous ? Non, je ne considère pas qu'elle est derrière nous. Je pense qu'elle est toujours là, en grande partie. Bon, on a rebondi un petit peu en 2021. Les chiffres officiels nous disent qu'on a rattrapé en 2021 ce qu'on avait perdu en 2020. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'à fin 2021, on était au niveau de 2019. Je ne crois pas. Ce n'est pas ce que me disent la plupart des gens que j'interroge, ni les commerçants, ni les industriels. Ils me disent non, on est encore à un niveau d'activité inférieur à celui de 2019. On n'a pas entièrement rattrapé. Donc, je crois que 2022, 2022, il y a le facteur pétrole. Il y a le facteur pétrole, il y a le facteur augmentation, hydrocarbures. Augmentation de la production d'hydrocarbures est évidente. Elle est dans les chiffres. Donc, effet volume et effet prix. Effet volume, effet prix, oui. Moi, je pense que c'est essentiellement ce qui s'est passé en 2021 et 2022. L'augmentation de la croissance, elle est surtout imputable à, disons, l'augmentation des prix. Et pas assez diversifié ? Pas du tout assez diversifié. Je pense pas du tout assez diversifié. Il y a un rattrapage, mais on n'est pas du tout au niveau que ce soit dans l'agriculture, dans l'industrie, dans le BTP, on n'est pas du tout au niveau où on était en 2019. Je pense qu'on est encore en deçà de ce niveau d'activité-là. Que te disent les chefs d'entreprise que tu rencontres dans le cadre de tes activités professionnelles? Je considère que nous sommes dans une phase de détente. Donc, ce n'est pas de la croissance sur des facteurs intrinsèques, c'est le fait que nous sommes en train de remonter vers des niveaux d'activité antérieurs. Et nous n'avons pas encore les signes d'un véritable redémarrage au sens de l'activité, ce qu'on appelle la croissance intrinsèque, c'est-à-dire le fait que cette année j'ai fait A, cette année j'ai fait B parce que j'ai augmenté. En fait, on est en train de revenir au niveau de la période donc de 2018-2019, ou quand même en 2020, on a eu quand même, et même en 2019, on a eu un ralentissement d'activité économique, donc lié au Hirak, à la crise et tout ça. En fait, le ralentissement a commencé en 2019. 2020, on a eu le Covid.
2021, c'était un début de démarrage et en fait, c'est maintenant que c'est en train de redevenir à la normale. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, je voudrais quand même qu'on fasse très attention aux chiffres. Qui calcule les chiffres en Algérie? On n'a pas un organisme indépendant qui fournit les chiffres économiques. Dans tous les pays du monde, ces chiffres-là sont donnés par des organismes indépendants, officiels, mais indépendants. Nous, on est en train de prendre les chiffres du gouvernement d'un côté et les chiffres des organisations internationales de l'autre. Elle n'est pas un organisme indépendant, je suis désolé. Pour moi, l'ONS, c'est bien, c'est un organisme très sérieux, mais il n'est pas indépendant. Et c'est signalé par le FMI. Et il a été complètement amputé. L'ONS, elle revient à peine dans la course. Pendant des années, l'ONS était complètement neutralisée. Donc, c'est pour ça qu'on a des retards de chiffres, on n'a plus les enquêtes qu'il y avait à l'époque et tout ça. Donc, il y a une recommandation quand même importante de politique publique ici, c'est qu'on remette en place un outil de statistique qui est l'ONS, évidemment, mais il faut qu'il y ait un organisme indépendant qui croise les chiffres et des sources de vérification. On avait d'autres sources d'information qui étaient... je me souviens qu'il y a encore 2, 3 ans, 4 ans, on avait des statistiques régulières mensuelles sur le commerce extérieur. Tous les journaux, tout le monde commentait, mois par mois, on connaissait, voilà, c'était les douanes, c'était le CNIS, Aujourd'hui, qui nous donnait ces informations. Ont les mêmes statistiques, mais ils ne les diffusent pas. Ils ne donnent pas l'information. Ils ont travaillé avec les Coréens du Sud à moderniser totalement leur système d'information, mais ils l'utilisent en interne, mais ils ne le diffusent pas comme avant. Avant, j'allais avec ma clé USB, je prenais la toute dernière information. Je ne peux plus le faire aujourd'hui. Ce qui s'est passé, à un moment donné, il y a une restructuration du système d'information statistique et de la gestion de données au niveau des douanes, et il y a eu une coupure de cette continuité qu'il y avait, telle que fonctionnait à l'époque le CNIS. Le CNIS, oui. Le CNIS, pardon. Il y avait un D quelque part à l'intérieur. Bon, avec le Non, il y avait un D, parce que c'était statistique et documentation, à un moment donné. Et donc, c'est une cassure. Mais c'est pour ça pourquoi j'ai soulevé ce point-là, parce que parfois, on entre dans des polémiques inutiles, sur des trucs derrière la virgule, si vous voulez. Moi, ça ne m'intéresse pas de dire c'est 3,2 ou bien 3,3, je m'en fous. Parce que c'est ni 3,2 ni 3,3. Donc, mais il faut regarder les tendances. Donc, deuxième élément, j'arrête à Hassan, le deuxième élément, ce qui nous intéresse réellement en tant qu'observateur de la scène économique, c'est les tendances pluriannuelles. Pourquoi? Parce qu'une politique, la pertinence d'une politique économique, elle se mesure sur une construction de tendances sur 2-3 ans. Donc pour le moment, on avait un phénomène, ce qu'on appelle, statistiquement, ce qu'on appelle soit des anomalies ou des valeurs aberrantes, c'est-à-dire les valeurs Covid. Donc c'est des anomalies statistiques parce qu'on ne va pas retenir 2020 ou 2021 comme une référence. Donc il faut revenir sur des années de référence et construire des tendances. Pour le moment, les courbes de tendance montrent qu'on n'est pas encore en train de s'orienter vers un décollage économique. Je suis désolé. Et je répète... Croissance molle avant 2019 ? Il y a un risque, on verra 2023 en réalité, on verra en 2023, est-ce que, là on va en reparler tout à l'heure, est-ce que d'abord il y a une confirmation de l'effort qui est mené sur la partie sidérurgique, donc produits sidérurgiques, métallurgiques, parce que c'est très important. Donc je ne suis pas en désaccord avec toi sur cette partie-là. Est-ce que ça va s'orienter vers une véritable compétitivité à l'international, au lieu d'un effet d'aubaine conjoncturel par rapport à la concurrence avec les Chinois? Ça, c'est d'un côté. Deuxième élément très important, est-ce que les cimentiers vont pouvoir sortir du piège dans lequel on veut les mettre sur le clinker pour vendre du ciment? Et ça va vraiment être un élément déterminant pour la pérennité de la filière. Et le troisième élément qui va être important aussi, je crois qu'il y a des chantiers sur lesquels le gouvernement est attendu. On a parlé d'un plan minier, on a parlé des énergies renouvelables. Donc il y a un certain nombre il y a le dossier phosphate, il y a des grands dossiers
je ne sais pas s'ils vont se concrétiser ou pas, et ça, c'est vraiment porteur de croissance. Justement, alors pour compléter ce que vous dites, peut-être terminer sur cet aspect information économique, je veux dire, c'est un problème qui est posé par beaucoup de partenaires de l'Algérie aujourd'hui. Ça a été posé explicitement dans la conférence de presse de la responsable du FMI. C'est posé par, évidemment, c'est un problème qui est posé par tous les experts économistes algériens un petit peu sérieux, cette absence d'information économique aujourd'hui. Je veux dire, on a cité le cas du commerce extérieur, etc., sur lesquels on avait des informations régulières. On peut citer aussi les rapports de conjoncture de la Banque d'Algérie, qui étaient trimestriels. On avait tous les 3 mois des rapports de la Banque d'Algérie. On avait tous les 6 mois des rapports de la Banque d'Algérie. On avait la balance des paiements qui était publiée par la Banque d'Algérie. Donc on avait un flux d'informations réguliers d'institutions officielles algériennes qui étaient destinées à informer le grand public, mais aussi à informer les autorités algériennes, parce que c'était des organismes relativement indépendants, disons. Bon, aujourd'hui, on a l'impression depuis 3 ans, 2-3 ans, peut-être un peu plus que 3 ans, que la transparence économique, c'est-à-dire l'information économique, est perçue par les responsables algériens comme un facteur de vulnérabilité, donc il faut en donner le moins possible et il faut que ça reste à l'intérieur des circuits officiels. Bon, c'est un problème et à mon avis c'est une démarche qui est erronée. Alors on va avancer sur le sujet. Alors, dans ce qu'a déclaré la chef de mission du FMI sur notamment le budget, de l'avis de la mission, un ajustement budgétaire équilibré est nécessaire pour freiner les pressions inflationnistes, rétablir une marge de manœuvre pour les politiques économiques et stabiliser la dette publique. Un cadre budgétaire de moyen terme pourrait guider les efforts d'ajustement. Au moment où elle dit ça à Alger, quasiment à 48 heures près, l'Assemblée nationale vote un budget faramineux donc, avec un prix de référence de $60 le baril, mais le budget à moins 20 et augmente les dépenses de fonctionnement à plus de 20% d'une année à l'autre. Plus de 100% d'augmentation des dépenses militaires, 130%, c'est-à-dire en fait, on sent quand même qu'il y a un grand décalage dans l'approche de qu'est-ce qu'il faut faire. Le FMI considère que déjà sur la base notamment pour faire face à l'inflation, qu'il faut cesser de produire des déficits. Le gouvernement algérien, les autorités algériennes considèrent qu'il faut consolider les dépenses, et notamment les dépenses de fonctionnement. Le gouvernement algérien est face à une obligation de croissance. Il a une masse de 350 000 nouveaux emplois à créer tous les ans. 22 milliards de l'ANP, c'est de la croissance? Et pourquoi pas? Parce que l'ANP n'est pas une île isolée, elle est dans l'économie. Enfin, c'est Poutine. Non, moi je ne fais pas. Non, je ne suis pas dogmatique. Ça ne va pas aller chez Poutine. Il y a une activité, il y a 200 000 soldats qu'il faut nourrir, qu'il faut habiller, qu'il faut loger, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. C'est de l'activité économique. Elle n'est peut-être pas bien prise en compte dans les statistiques. J'en passe, mais je ne vais pas me bloquer sur ça. Moi, je sais qu'il y a une obligation de croissance. On est obligé de faire de la croissance, et la croissance, elle vient d'où? 4,2% de croissance. Pour l'équipement? Non, s'il te plaît. Budget d'équipement, je regarde le budget d'équipement. Le budget d'équipement, il est déjà immense par rapport à la PIB. Il est déjà à 38%, je crois, de la PIB. C'est immense. C'est le budget d'investissement. C'est le budget d'investissement, la FBCF. Donc c'est déjà immense. On est au-delà des épures annoncées ou préconisées par les économistes. Et c'est excellent pour la croissance. Je ne vois pas pourquoi je vais me fixer. Est-ce que le problème qui se pose, est-ce qu'on est en mesure de réaliser ces investissements, cette consommation de crédit? Si on est en mesure de les satisfaire, on aura réellement une croissance supérieure. Alors, je change ma question, Reda. Oui. Est-ce que, quand on a la préoccupation de l'inflation, est-ce que c'est raisonnable d'avoir des déficits comme cela, sachant que dans le mode de financement de ce déficit, on va forcément, de manière détournée, faire de la création monétaire? Mais heureusement. Mais je ne vois pas pourquoi. Je suis endetté sur le plan interne à 65%, contrairement aux prévisions du FMI qui disaient qu'en 2022, on va dépasser les 72%. Mais quand je vois mon environnement, que ce soit les pays émergents ou les pays développés, ils sont tous au-delà de 100%. Et nous, en termes aussi d'endettement externe, nous sommes à 2-3%, c'est insignifiant par rapport à notre PIB. Ça veut dire qu'on a encore du mot, on peut aller jusqu'à 10-15% de crédit extérieur qu'on peut mobiliser pour la croissance. Ça veut dire que ce n'est pas ça, c'est est-ce que la capacité de l'économie à mobiliser, à utiliser
toutes ces ressources et à faire du développement qui est possible. L'inflation, le gouvernement, lorsqu'il prend une de bonnes décisions, moi je ne suis pas contre, lorsqu'il décide de réévaluer le dinar pour réduire les effets de l'importation sur l'inflation locale, c'est une bonne chose. Et on l'a constaté. Et l'inflation, elle va rester, si tu veux, autour de 8-9%. C'est pas à lui de décider ça. Non, mais je te dis, c'est la Banque d'Algérie. Non, nous sommes dans cette... Mais ça ne me gêne pas. Le triangle, le trio, Trésor, Banque d'Algérie, Banque publique est excellent pour l'économie algérienne dans la conjoncture actuelle. Alors, ça veut dire que l'on peut... Le FMI nous reproche une sorte un rapprochement, on va dire une consanguinité entre, c'est pas le mot du FMI, entre le bilan de l'État, le bilan du Trésor et le bilan des banques publiques, qui devient stratégiquement dangereux. Il n'est pas dangereux pour nous, il est dangereux pour le FMI, mais pas pour nous. Parce que pour nous, mieux vaut que le Trésor, s'endette auprès de ses propres banques et que ses propres banques s'endettent auprès de la Banque centrale et que la Banque centrale rachète des obligations. Donc, mieux qu'il y ait que ce système circulaire qui nous permet de créer une bulle financière utile à l'économie, à la croissance, est nécessaire et très bon pour nous. Et on n'est pas, si tu veux, dans cette bulle financière. Dans cette bulle financière, nous avons une dynamique de croissance, elle est réelle. Et aujourd'hui, si tu veux, je vais anticiper sur la discussion. Tu n'aimes pas ça, toi? Je préfère poser la question. Non, mais maintenant, je vais te dire, en plus, si le gouvernement décide de faire les rattrapages, je dis bien rattrapage sur les salaires, ça va encore donner du pouvoir d'achat et un coup de fouet à l'économie interne, puisqu'il restreint les importations inutiles. Et donc, ça va être l'outil de production, l'agriculture, les services algériens qui vont profiter de cette nouvelle... D'ailleurs, on constate sur le marché une baisse. C'est un phénomène que j'ai lu et que j'ai constaté, une baisse dans les équipements des ménages. Ça veut dire que si nous allons encore donner du pouvoir d'achat, il y a une certaine relance par le pouvoir d'achat qui va être là aussi, qui va donner, si tu veux, du jeu à la croissance. Donc, je reste, si tu veux, relativement optimiste, pour autant que est-ce que notre économie est en mesure de consommer tous ces crédits. D'accord. Donc de faire travailler la machine. C'est ça. Voilà. Ça, ce serait bien si c'était vrai. Si elle faisait travailler la machine. Ce serait bien si c'était vrai. Bon, il se trouve que mardi, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale. Et, bon, moi, je ne suis pas islamiste. Mais il y a le principal parti d'opposition, le MSP, a voté non. Il a même voulu faire une motion de censure, après ils ont changé d'avis, et ils ont publié un communiqué en disant voilà, et ils ont raison. Alors ils ont dit quoi? Ils ont dit non, cette loi de finances, elle n'est pas bonne du tout, la loi de finances 2023. Ils ont dit elle n'est pas bonne du tout, et on va vous dire pourquoi. Ils ont dit, premièrement, il y a un déficit énorme. Plus de 20% du PIB, c'est énorme, ça doit être un record du monde. D'ailleurs, les pays occidentaux, ils ne sont pas du tout à 20%, ils sont à 5-6%. 20%, c'est énorme. Il n'y a aucun pays dans le monde qui fait 20% de déficit du PIB. Bon, 5300 milliards de... Bon, alors évidemment, on aura probablement... ce que dit le MSP, c'est on ne sait pas comment ça va être financé. C'est vrai. Le gouvernement ne dit à aucun moment comment il va financer ces 5300 milliards de déficit. On ne sait pas. Alors bon, on a une idée. Hein. Monsieur Bessaha, qui connaît très bien ces questions-là, nous a expliqué que le baril n'y sera pas à $60, que le budget d'équipement, c'est très important, c'est très grave. Il va servir de variable d'ajustement, ils vont pas faire les dépenses d'équipement. Et troisièmement, il y aura un peu de création monétaire, tu l'as dit, il y aura de la création monétaire indirecte en passant, comme dit monsieur Circulaire, là, comme des trucs, c'est-à-dire un maquillage, en fait, de la façon de la planche à billets, mais sans le dire. Voilà. Bon, on sait que ça va être financé comme ça, mais en tout cas, le gouvernement ne le dit pas. Donc le MSP a raison de dire, on ne sait pas comment ils vont financer le déficit. Et deuxièmement, le plus important, c'est pas ça, c'est que toute la presse et le gouvernement nous a martelé, c'est ce que vient de nous expliquer notre ami Amrani, c'est que ce budget est un budget de relance. Mais c'est pas vrai, parce que quand tu regardes les chiffres, tu t'aperçois que les dépenses, c'est ce que nous dit le FMI, les dépenses sont en train d'augmenter d'une façon considérable, c'est le budget de fonctionnement qui augmente de 25%. C'est pas 20%, c'est 25%. Le budget d'équipement, lui, il augmente de 2,7%.
J'étais généreux en disant quoi. Voilà, donc c'est 25% d'augmentation du budget de fonction. Quand de l'État, pas de l'entreprise, des entreprises. Il ne faut pas confondre. Parce que l'investissement des entreprises, c'est une chose, l'investissement de l'État, c'est mais on parle du budget. On parle pas d'autre chose. Donc le budget de l'État, il augmente. Ça veut dire que le budget de fonctionnement augmente de 25%. C'est-à-dire les dépenses de salaire, l'allocation chômage, les dépenses de retraite, etc. Tout ça, le train de vie de l'État, ils vont acheter des voitures. Surtout. Bon, voilà, ça augmente de 25%. Et puis, le budget d'équipement, lui, il augmente de 2,7%. Qu'est-ce que ça veut dire que le budget d'équipement augmente de 2,7% avec une inflation à 8%, 9%, 10%? Ça veut dire que le budget d'équipement, en fait, en termes réels, il diminue, puisqu'il augmente que de 2,7% alors que l'inflation, elle est de 9%. Donc il diminue. Donc les gens qui nous disent c'est un budget de relance, c'est pas vrai, c'est faux. En fait, le budget de l'équipement de l'État, il n'y a pas de relance de l'investissement de l'État, il y a une baisse. C'est ce que dit le MSP. Le MSP, il dit, mais non, ils annoncent des objectifs et on regarde des chiffres, c'est le contraire. Oui. Eh bien, il a raison. Et il a absolument raison. Et alors, ce que nous dit le MSP aussi, c'est qu'on a... il a une phrase qui est juste aussi, il dit, on ne prépare pas l'avenir, on est en train de gérer le court terme. On gère le court terme parce qu'on est en train d'augmenter les salaires des fonctionnaires, le point indiciaire, on gère le court terme et on ne prépare pas l'avenir. Il y a deux manières de lutter contre l'inflation, en règle générale. Le gouvernement algérien a choisi de consolider les salaires pour ne pas la subir, alors qu'il aurait pu resserrer la politique, les revenus, enfin en règle générale, resserrer la politique monétaire, ce qui est une recommandation de la mission du FMI, resserrer la politique monétaire, c'est pas prévu, et resserrer sa politique budgétaire. Il a choisi plutôt une politique budgétaire expansive pour aider les ménages à résister au FMI. Est-ce que c'est... oui, sur le plan politique, c'est bien d'avoir autour de soi des gens qui... Est-ce que c'est soutenable en réalité? Non, pour dire les choses rapidement, pour qu'on fasse court, non, c'est pas soutenable, tout simplement. Une équation, elle est simple. Moi, je l'ai déjà dit dans cette émission, le déficit ne me gêne pas, la création de monnaie ne me gêne pas. C'est où est-ce qu'on va qui m'embête. C'est toujours une question de trajectoire. Un gouvernement qui va vous dire, écoutez, moi, je vais aller sur du déficit pendant X années, je vais financer par différents moyens ce déficit, donc y compris par de la création monétaire pour dynamiser mon économie. Et inévitablement, je vais assumer les effets inflationnistes. Mais après, j'aurai une grosse assiette financière fiscale. Mais après, je vais récupérer parce que je vais créer les facteurs, les éléments facteurs pour que les entreprises se développent et que je récupère ça fiscalement dans 5 ans. Bon, qu'on nous le dise. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas sur cette trajectoire. Voilà le problème. Il n'y a pas d'éléments tangibles qui nous permettent de... Sauf si on est vraiment très naïf ou bien qu'on a envie de croire au Père Noël. Mais on n'est pas sur la trajectoire. Moi, j'aurais bien voulu. Je crois qu'on avait discuté une fois de ça au début d'une émission. On aimerait tellement soutenir ce gouvernement, ce mandat présidentiel. Parce que l'Algérie, elle a besoin de ça. Elle a besoin de respirer. On aimerait tellement soutenir. Mais le problème, il est là. Montrez-nous la trajectoire. On va où? Parce que le problème, c'est qu'on est en train... Le risque, et c'est là où on retombe un peu sur ce qui est entre les lignes du message du FMI, c'est que quand je me retrouve avec une dette publique énorme, parce qu'il faut voir l'année prochaine, sur les effets d'endettement public, parce qu'on est un déficit budgétaire qui veut dire accroissement de la dette publique. Et l'inflation qui va avec. Derrière et tout ça. L'effet de cascade, il y a un effet domino. Mais après, problème. Moi, je me réveille un jour et je dis oui, mais finalement, moi, j'ai besoin de l'investissement étranger ou bien j'ai besoin d'un endettement souverain pour financer des projets d'infrastructure. Exemple, par hasard. Parce qu'il faut bien développer on est face à des besoins d'IDE. Et on est face à des besoins de développement d'infrastructures publiques énormes. La FBCF ne permet pas. Il faut aller à l'extérieur, on le dit toujours là. Le jour où je vais me pointer, les gens me disent, est-ce que tu as le quitus du FMI? Est-ce que le FMI est favorable à ce qu'on vienne chez toi? Le FMI va dire non, ce pays-là est déjà en dette publique, en dette interne, il est déjà au taquet. Comment voulez-vous qu'on accroisse encore la dette externe? Et ça va bloquer. C'est-à-dire ce qu'on repousse chaque année. La question d'avoir les conditions d'une solvabilité et d'une crédibilité internationale, que ce soit par rapport aux IDE, que ce soit par rapport à la dette souveraine.
on est en train de mettre, comment dire, le sujet sous le tapis à chaque année. Et à chaque fois, on crée des subterfuges pour reporter. Moi, je trouve quand même bizarre, par exemple, que des grands dossiers sur lesquels on est censé avoir des investissements internationaux qui nécessitent jusqu'à un certain point une garantie de l'État. Le renouvelable. La garantie de l'État, laquelle veut dire qu'il faut avoir un quitus des organisations internationales, qu'à chaque année, on crée une bonne raison pour ne pas le faire. Les énergies renouvelables. Entre autres. Mais pas que. Et le phosphate et les autres. Mais parce qu'on crée. Les énergies renouvelables, pardon. C'est non, je voudrais parce que, non, très rapidement, pour enchaîner. C'est un point, juste. Madame Verdier, Geneviève Verdier, a dit une phrase qui est intéressante dans la conférence de presse. C'est une information qu'on n'avait pas. Elle a dit les autorités algériennes sont en train de préparer. Si elle l'a dit, c'est que les autorités algériennes lui ont dit. Sont en train de préparer le redéploiement du dispositif juridique sur les énergies renouvelables. Alors, vous savez, les énergies renouvelables, on avait un projet solaire 1000, etc. On devait faire 1000 mégawatts par an. Ça fait 3 ans. C'est M. Chitour qui l'avait préparé. Un truc, Chemseddine Chitour, il y a 3 ans, solaire 1000, etc. Solar 1000, pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe. On peut être optimiste, Hassan. Peut-être qu'ils ont écouté Reda Amrani qui a proposé tout de suite de faire 2000. Ils ont écouté Reda. Ils préparent le 2000. Non, mais la fondation... Je voudrais finir. Laissez-moi finir. S'il vous plaît. Non, laissez-moi finir. C'est ce que dit Hassan maintenant, Hadouche, il est important parce que c'est exactement ce que je suis en train de dire. Cette notion de redéploiement juridique, ça veut dire qu'on voudrait ne plus recourir aux IDE sur les énergies renouvelables. Ça veut dire qu'on voudrait faire ça, encore une fois, comme on a fait l'autoroute. Voilà ce qui est en train de se passer. Et donc, excuse-moi, c'est très important ce point-là. Ça veut dire que si on veut vraiment garder de la crédibilité pour l'avenir, il faut qu'on maîtrise nos trajectoires. Donc, même si le FMI le dit, nous, on n'est pas tenu de ne pas faire de déficit ou bien de ne pas faire de la création. Non, on a besoin de faire du déficit, faisons-le. Mais ayons une trajectoire. C'est tout ce que je veux. C'est très important. Où est-ce qu'on va? Et tant qu'on n'a pas cette trajectoire, on n'est pas crédible. Parce que là, on est à 5 minutes de la fin. Je termine une chose sur ce que tu viens de dire. Moi, j'ai écouté le DG de Sonelgaz et le ministre de l'Énergie. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent nous allons vers 35 000 mégawatts d'installation et nous allons être exportateurs d'électricité à travers, laisse-moi terminer, et à travers l'investissement dans les énergies renouvelables, et nous estimons que nous allons faire appel à des crédits extérieurs pour développer cela. Nous n'allons pas le faire tout seul, puisque nous allons vendre de l'électricité à l'extérieur. Nous sommes encore aujourd'hui en mesure de vendre. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, il y a un optimisme, et moi je suis optimiste pour une chose aussi. L'entreprise Shems, qui est chargée de la maîtrise d'œuvre de ce programme-là, l'entreprise Shems, les deux actionnaires, c'est Sonatrach et aussi et surtout Sonelgaz. Moi, j'ai confiance en Sonelgaz quand elle mène un programme de ce type qui est grandiose et qui demande beaucoup de compétences en organisation, en méthode et en ressources humaines. Et j'arrête là, je te dis, je suis pas pessimiste, mais je dis qu'ils retournent, mais je dis qu'ils vont faire appel à des crédits extérieurs. Mais pourquoi ils ont sabordé l'appel d'offres? Reda, ils ont sabordé l'appel d'offres de cette année. L'objectif 22 000 MW, 2011 on est à 600 MW. En 2022. Non, c'est pour juste nous ramener à la réalité. Cette année, ils ont sabordé l'appel d'offres. Bien sûr. Oui, c'est ça. Après, ils ont sabordé l'appel d'offres. Après le 4 gigas de Nordine Boutelfa qui est... Voilà. Mais même le giga de cette année, ils l'ont sabordé. Ok. Alors, s'il vous plaît, on va arriver. Moi, j'ai un peu le sentiment, là, vous entendant parler, qu'on est dans une conjoncture qui ressemble un petit peu à 1000, bon, pour les plus anciens, il y en a quelques-uns ici, à 1981, après la crise du printemps berbère, le bureau politique du FLN a décidé, donc il y a eu la révolution en Iran, la hausse du prix du pétrole, etc., de faire de la détente. Le PAP, le programme anti-pénurie. Là, on n'est pas dans le programme anti-pénurie parce que les importations sont contraintes, mais on n'est pas loin d'un deal de ce type-là. Enfin, tu l'as bien expliqué. Mais dans un autre contexte. Après, bon, il y a eu le retour de flamme en 2003, la baisse du prix du pétrole, et 2008, ça a retenti au niveau populaire. Alors, dans le cadre du PAP, du programme anti-pénurie,
le retour des importations des véhicules de moins de 3 ans, le retour de la possibilité d'importer des voitures neuves, en fait, ce qui est en fait l'essentiel, le cœur du marché. On a un cahier des charges qui est apparu, on aurait dû en parler plus longtemps, mais on est resté plus longtemps sur des thèmes de macroéconomie et ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'on a déjà évoqué le cahier des charges plus d'une fois dans le café des experts économiques. On a un cahier des charges qui est pour une fois plutôt adoubé par les acteurs, par les concessionnaires qui disent c'est une rupture. Les constructeurs, non, mais il y a 2 cahiers des charges. Commençons par celui qui tourne le plus facilement. Celui de l'importation, on dit bon, il y a des clauses qui étaient idiotes. Par exemple, les concessionnaires devaient être propriétaires des murs de leur concession. Alors voilà, il y a des clauses de ce type-là qui ont été retirées. Il est allégé et donc il va permettre la reprise de l'importation. Bonne ou mauvaise nouvelle? J'imagine que bonne nouvelle. Est-ce que ça va permettre de remettre en place tout l'écosystème de la distribution qui était un écosystème qui avait pris de l'importance? On voit tous les réseaux de services après-vente, des grandes marques, etc. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère de l'automobile et de la distribution d'automobiles? Je parlerai de la construction dans un moment. Moi, je ne peux pas dissocier l'importation du programme de développement industriel. On ne peut pas. Ça, c'est d'une part. Autre chose, laisse-moi parler. Non, on dissocie pas les textes, mais dans l'action, ça se passe en même temps. Et on ne peut pas le faire. On est revenu à une chose normale. On redevient des gens normaux en Algérie, où on considère pas. L'industrie automobile est un élément fondamental du développement économique. Je ne parle pas du développement industriel. Non, s'il te plaît. Sur la distribution, ne me coupe pas, parce que moi, je ne dis c'est pas ça que je veux parler pour le moment. Mais ça ne m'intéresse pas, ce cahier des charges. Je suis sérieux quand je dis que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, l'économie a-t-elle besoin d'un parc de voitures à renouveler? Elle a-t-elle besoin d'une croissance économique à travers l'industrie automobile? Je dis que c'est incontournable et on revient à des choses normales. On sort aujourd'hui 2 cahiers des charges, l'un pour l'importation, l'un pour la production. Je dis que pour l'importation, on a fait un peu de nettoyage, mais je considère que le véritable progrès, c'est dans celui de la production. Où on a bien discuté. Je repose la question autrement. La même. Si tu veux, mais je reste. À combien tu évalues le besoin annuel? On va dire 350 000 véhicules par an en Algérie? Non, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Est-ce que quelle est la part qui peut être prise en charge par une production? C'est toi qui le dis. C'est 200 000 véhicules. Quelle est la part qui peut être prise en charge par la production? Revenons. Et pas par l'importation? Non, revenons à la réalité. Il y a combien de véhicules particuliers qui fonctionnent et qui tournent en Algérie? 5 millions. Il y a 6,5 millions au moins, et je ne parle pas des utilitaires. Si. Laisse-moi parler, mais toi tu parles et tu empêches les autres de parler. Non, il y a les utilitaires. Dans les 6,5 millions, il y a les utilitaires. Chacun son métier, Yadini. Oh, j'ai le droit de parler de ça. Il y a 6,5 millions. Vous parlez beaucoup plus que moi. J'ai rien dit. Comme le chronomètre, j'ai rien dit. Mais enfin, il faut qu'on puisse parler de quelque chose qu'on croit un peu saisir. Non, mais il y a une enquête ONS. Mais non, sur le parc automobile. J'arrête, tu veux que j'arrête? Classe. 6 millions Je peux répondre à sa question. Il me dit, le parc, il est de 6,5 millions et tu as 1 million d'utilitaires et presque de 2 millions de véhicules industriels. Tu as un besoin, si tu veux assumer la sécurité de tes citoyens, tu as besoin de renouveler minimum 10% de ce parc. Sinon, c'est l'hécatombe sur les routes. C'était pas ça la question. Non, la question est là. Tu me dis le marché. Non, je termine. J'ai besoin. Mais arrête l'émission. Arrête l'émission. Quelle est la partie de la demande nationale sur l'évaluation de laquelle on peut être d'accord, 200 000, 300 000, ça dépend de la solvabilité. Quelle est la partie que, selon toi, Reda Amrani, elle peut être assurée par la production, mais une vraie production, pas l'assemblage dont on parlait avant, celui d'Abdeslam Bouchouareb, et quelle est la partie qui va être assurée, qui devrait être assurée par l'importation? C'est ça ma question. Je reste fixé sur mon chiffre. Les 600 000 voitures sont incontournables si on veut assumer un minimum de sécurité pour les citoyens. Ça, c'est un élément. Qu'est-ce qu'on est en mesure entre le souhaitable, les 600 000,
et qui sont nécessaires. Et ce qu'on peut faire à travers l'importation et le lancement de la production. Je dis que le cahier des charges pour la production, qui permet déjà, dès la 3e année, de passer à la carrosserie et à la peinture, ça veut dire des usines de modules de 150 000 à 200 000 voitures, parce qu'on ne peut pas faire de carrosserie à moins de 150 000 voitures. Donc ça, c'est des données techniques et économiques. Donc, les éléments sont bons pour le développement. On a écouté les constructeurs pour une fois. Et donc, ce développement sur 5 ans qui va te permettre, au bout, avec 3 ou 4 grandes usines, d'arriver à 800 000 d'ici 5 ans, 800 000 voitures produites en Algérie, qui seront équilibrées par rapport à la demande d'ici 5-6 ans. Donc ça, nous sommes dans la bonne voie. Mais est-ce qu'on va les réaliser ou pas? Maintenant, aujourd'hui, tu es obligé aussi de compenser par de l'importation directe, de mettre 2 à 3 milliards de dollars, je dis bien 2 à 3 milliards de dollars, pour importer 150 000 voitures. Ça, c'est nécessaire. Et c'est pour, si tu veux, c'est pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Ce n'est pas la solution du problème, en fait. La solution du problème viendra par cette montée en production des usines qu'on va refaire redémarrer. Voilà la réponse à ta question. Moi, je réponds aussi à ta question. Les chiffres dont parle M. Amrani en ce moment, 600 000 véhicules produits, etc. en Algérie. Je peux passer une phrase. C'est grâce aux augmentations de salaire. C'était les chiffres dont on parlait, et on va produire après 800 000 véhicules. C'est les chiffres dont on parlait en 96-97. On connaît la suite. Hein. Je veux dire, 600 000 véhicules importés, c'est 10 milliards de dollars. Ça coûte 10 milliards de dollars. C'est 10 milliards de dollars d'importation. On ne les a pas. On ne les a pas aujourd'hui, on ne les aura pas. Pour les véhicules seulement. On ne les a pas aujourd'hui, on ne les aura pas dans 3 ans, on ne les aura pas dans 5 ans. Je veux dire, ce qu'on va faire, ce qui va se passer, le dispositif qu'on met en place aujourd'hui, il ne tient pas la route. Pourquoi? Parce qu'on est en train de nous dire, on va importer des voitures de moins de 3 ans, on va importer des voitures neuves grâce aux concessionnaires, et en même temps, on va avoir des constructeurs qui vont s'installer. Il y en a déjà 3 qui sont prêts, qui sont dans les starting blocks. On va peut-être en avoir 4, 5, je ne sais pas. On nous en annonce un tous les mois. Donc, ça veut dire qu'on a un marché. À mon avis, il doit faire 200. Il y aura peut-être un rattrapage parce qu'on a arrêté pendant 4 ans. Donc peut-être la première année, il y aura 300 000 véhicules. Mais à mon avis, la taille du marché, réel du marché, ce qu'on peut se permettre nous réellement, c'est 200, 250 000. Et alors, ces 200, 250 000, ils vont être partagés entre véhicules de moins de 3 ans, d'occasion de moins de 3 ans, importation de véhicules neufs et constructeurs automobiles. Ça veut dire quoi pour les constructeurs automobiles? Ça veut dire 100 000, 150 000 véhicules. Pour combien de constructeurs automobiles? 4. Ça fait 30 000 véhicules par constructeur automobile. Ils vont faire de l'intégration là avec 30 000 véhicules par an. C'est impossible. Le dispositif, quand même, le dispositif. Il y a l'exigence d'exporter. Mais Renault nous explique depuis des années, ils ont signé un mémorandum d'entente il y a 7 ans avec le gouvernement algérien. Ils nous expliquent depuis des années et des années que pour exporter, il faut avoir une usine qui produit 150 000 véhicules. On ne peut pas exporter si on produit moins de 150 000 véhicules, parce qu'il y a un effet d'échelle, etc. Bon, pour avoir un prix raisonnable, un prix qui permet d'exporter. Bon, on ne pourra pas exporter avec 30 000 véhicules. 30 000 véhicules par constructeur, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait réellement? Est-ce que le scénario qui va se réaliser, c'est pas le scénario dont parle M. Amrani, de celui dont on parlait en 2017-2018? C'est le scénario. Ouais, d'accord, oui. Mais qu'est-ce qui va se passer en 2023? Non, ce qui va se passer. Mais ce qui va se passer en 2025, c'est pas ça. C'est que on va effectivement avoir un marché de 200 000, 250 000 véhicules qui va se partager entre importation de véhicules de moins de 3 ans, importation de voitures neuves et construction par 3 ou 4 concessionnaires. Bon, on va dépenser 3-4 milliards de dollars pendant 2-3 ans parce qu'on a de l'argent. Et puis dans 3 ans, quand le pétrole va recommencer à baisser, qu'on n'aura plus les 3-4 milliards de dollars, on va dire stop. On va faire du stop and go. C'est ce qu'on a fait. On dira stop pour une partie, mais pas pour une autre. On ne va pas dire stop pour la production cette fois. On va dire stop peut-être pour les véhicules. Mais si, bien sûr. On fera stop pour tout. L'occasion, c'est nos économies à nous. C'est pas ceux de la Banque d'Algérie. Qu'est-ce qu'on fait depuis 4 ans? On a fait stop pour tout. Eh bien, je te dis, moi, dans 4 ans, on va faire stop pour tout. On va avoir 3 ans
où ça va marcher un petit peu, 200, 250 000 véhicules qui vont se partager entre tous ces acteurs dont on est en train de parler. Et le risque que moi j'aperçois, c'est mon pronostic. Je suis pessimiste, lui il est optimiste. Mais il faut faire truc. Voilà, le risque que moi j'aperçois, c'est du stop and go. Le risque, donc il y a un risque de retour. Bien sûr, dans 3-4 ans, le prix du pétrole baisse, les recettes d'hydrocarbures baissent, on n'a pas d'argent, on peut pas importer pour les usines. J'ai pas l'habitude, on va finir là, parce qu'on a malheureusement on ne pourra pas parler de l'auto-entrepreneuriat, mais on en parlera la semaine prochaine. Mais je voudrais dire un mot sur ça quand même, parce que... Je voulais juste ajouter, bon, pour mettre mon grain de sel et pour me citer un petit peu, voilà, me faire mousser moi-même un petit peu, j'ai signé un papier qui s'appelle Abdelmajid Tebboune sort à petits pas de l'automobile, au sujet de l'automobile, sort à petits pas de la doctrine. Farhat Ali m'a traité de libéral sauvage à cause de l'article qui est dédié en partie à sa vision de l'assemblage et de l'industrie automobile. Alors, j'ai écrit à petits pas, c'est pour ça que je cite cet article, il date de 15 jours, à petits pas, mais en fait, là, c'est la sortie complète. Et on passe d'un moment où le stop complet à un moment, on a les trois volets. On revient à la concession voiture neuve, on revient à la voiture d'occasion et on relance la production en Algérie. Voilà. Moi, d'abord, je voudrais juste préciser une chose, c'est que ce sont deux sujets totalement distincts, même si Reda n'est pas d'accord avec moi sur ce sujet-là. Il y a des liens, il y a des synergies, mais ce sont deux sujets totalement distincts. Je m'explique. Le cahier de charge pour les concessionnaires automobiles, c'est pour répondre à un besoin de marché. Après, c'est une offre-demande selon les cours internationaux, le cours du dollar, le pouvoir d'achat des Algériens, est-ce qu'il y aura du crédit ou pas, etc. C'est un problème purement commercial. Il y a un cahier de charge, il comporte quelques bêtises encore, oui. D'accord, oui. Mais c'est un cahier de charge qui permet de travailler. On n'a pas le temps, mais ça permet de travailler, allons-y. Ça, c'est le cahier de charge commercial pour les concessionnaires. Ok, c'est très bien. Maintenant, pour le cahier de charge industriel. Le cahier de charge industriel, et on l'a bien dit, l'échec qu'on a eu avant, c'est qu'on a voulu concevoir des unités pour le marché algérien, en acceptant justement que ce soit du bout de chaîne, inexportable par définition, et que donc on essaie de faire rentrer des projets industriels dans la taille du marché algérien. Et comme disait Hassan Hadouche maintenant, ramener à chaque constructeur, ce n'est pas envisageable. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Les quelques-uns qui sont venus, ils nous ont fait quelque chose de folklorique. Il y avait des projets, je ne nie pas, à venir, d'intégration et tout ça, mais ça ne s'est pas fait parce que le point de départ était erroné. J'ai une Renault Symbole, moi, c'est pas gentil ce que tu viens de dire. Je termine. Mais la Renault Symbole que tu as achetée, elle a été testée dans son pays d'origine. Ah, je blague. Elle est venue ici pour être réassemblée. Les gens parlent de SKD. Ce qu'on a fait en Algérie, ce n'est pas du SKD, c'est du DKD. C'est quoi le DKD? Le véhicule a été construit, fini, testé. Il est allé en circuit de roulement. Et il a été redémonté et remonté ici. Avec une marge, avec un surcoût de l'ordre de 10 à 15%, qui a été supporté par le Trésor public. Il faut qu'on sache les choses. C'est une escroquerie monumentale qui a eu lieu. Ceci étant dit, les projets étaient une escroquerie parce que qui en a profité, etc. Il faut toujours voir à qui ça profite, mais ça c'est un autre sujet. Maintenant, qui en a profité? Le consommateur algérien en a profité. Il a acheté des voitures à des prix ridicules. Oui, mais il a acheté une Symbole. Mais c'est comme la même chose que on a construit 3 millions de logements sociaux, mais qui a profité? La Symbole, si on recommence à la produire, vous allez voir si elle va coûter 60 millions. C'est clair. Elle va coûter 150 millions. Si, les premières Symboles. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Le projet industriel, il y a un problème d'échelle dans un projet industriel. Donc, pour qu'on puisse supporter l'effet d'échelle, il faut que ce soit un projet exportateur, à la naissance et dans sa conception. Donc, le deuxième cahier de charge comporte des éléments, mais il comporte des risques aussi. Il comporte des risques parce que tel qu'il a été conçu, c'est vrai qu'on a peut-être écouté, mais il n'est pas faisable en l'état. Il n'est pas réalisable en l'état, ce cahier de charge. Attends, 40% de taux d'intégration sur 5 ans. Au bout de 3 ans? Au bout de 5 ans? 5 ans, 30, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais vous êtes en train de rêver, là, je veux dire. C'est pas faisable. On a signé avec Stellantis, M. Carlos Tavares, qui est le PDG de Stellantis. Il est venu, monsieur, le PDG, il est venu en Algérie. M. Carlos Tavares, c'est pas n'importe qui, c'est le PDG d'une des plus grandes entreprises automobiles du monde. Bon, il est venu en Algérie, il a parlé, il a dit
dit on va produire des voitures pour le marché algérien. Il n'a pas dit je vais produire pour exporter. Il a dit que je vais exporter. Il est obligé, ça ne tient pas la route. Il va exporter. Chauffe, les gens parlaient qu'il y a un... S'il vous plaît, on nous a dit il y a un lot de Renault, il y a le lot Relica qui était bloqué au port, il paraît qu'il y a un nouveau lot qui arrive. Mais le nouveau qui arrive, il ne pourra pas, parce qu'il doit rentrer dans le nouveau cahier de charge. Et il faudrait d'abord que Renault prenne des engagements. Un engagement, si on parle de 30% en valeur, hein, parce qu'il y a des gens qui veulent chipoter aussi sur comment on calcule un taux d'intégration. Moi, je parle d'un taux d'intégration en valeur du véhicule. Je ne parle pas des autres éléments de valeur qui ne sont pas dans le véhicule. Donc, 30% en valeur de véhicule à 5 ans, ce n'est pas possible. Ce n'est pas réaliste. Et je cite ici un de nos collègues, un confrère, donc M. Saïd Kahoul, qui a fait un papier là-dessus il y a 2 jours, pour dire que le temps que la machine se mette en place, le temps qu'on développe le tissu de sous-traitants, etc., on aura terminé les 5 ans. Parce que nous ne sommes pas en train de démarrer avec un tissu disponible à 30% de valeur d'intégration. Tout de suite, on ne les a pas. Donc, pour construire déjà ce tissu-là, pour pouvoir avoir les IDE qui viennent en rapport avec ce tissu-là, pour construire des partenariats entre des Algériens et surtout que dans le cahier de charge, on parle d'emboutissage. Donc il faut de la tôle qualité véhicule algérienne. En soi, c'est un projet. Parce que la tôle, pour emboutir de la tôle, c'est un projet de développer de l'acier pour auto... chose qu'on ne fait pas en Algérie. Il ne faut pas qu'on prenne nos désirs pour des réalités. Monsieur Tavares est venu en Algérie, Monsieur Carlos Tavares, il est venu en Algérie, il a dit clairement, on va essayer, dans les 5 ans qui viennent, au bout de 5 ans, hein, de réaliser les objectifs d'intégration qui sont souhaités par les autorités algériennes. C'est-à-dire dans 5 ans, il veut faire 30%. Ça sera pour voilà. Hein, c'est Fiat, oui, c'est Fiat, bien sûr. Ah oui, encore. On ne peut pas concevoir de développement économique sérieux et réalisable et atteindre 12 à 15% de part de PIB par l'industrie sans une véritable industrie mécanique et automobile. Non, et si on ne le fait pas, on ne viendra pas à 12-15% et notre projet d'intégration au BRICS, il faut le remettre de côté. Ce sera impossible à atteindre. Tu vois, laisse-nous parler. Mais laisse-nous parler, s'il te plaît. Et pourquoi tu coupes? J'étais sur une idée, tu me coupes. Non, j'ai compris. Non, ce que je dis, cette dynamique de croissance, où on l'a fait, ou alors, il faudra multiplier par 100 le nombre de haraga. C'est la réalité. Et le haraga avec bac plus 5. Alors, non, je suis sérieux quand je dis. Non, on peut. Avec quoi tu vas trouver les emplois? Avec quoi tu vas. Tu parles de politique industrielle, et là, il faut intégrer une dimension politique. Non, il y a la dimension politique. Est-ce qu'on vit dans un pays qui sécurise ses citoyens? Est-ce qu'en sortant d'ici, tu risques d'être ramassé? Il y a le Zahir Labtel qui a été ramassé de chez lui. C'est un autre débat. C'est pas la politique. C'est un autre débat. C'est un véritable débat. C'est pas que le social. C'est le social. C'est pas que l'emploi. C'est pas que l'emploi. Pardon, on est d'accord sur ce que tu dis. Il faut une industrie automobile en Algérie. Ok, ça, on est tous d'accord. Une grande industrie mécanique, pas seulement automobile. On est tous d'accord. Mais il faut que les cahiers de charges soient sérieux. Moi, le cahier de charge, il est bien, c'est un progrès réel de ce qui est écrit, mais il comporte comment dire, des impasses. Il est plein d'impasses. Une des impasses, il y a des choses qui sont des bêtises, genre il faut avoir la CNAS, tout le monde déclarer à la CNAS avant de commencer, il faut être malade. Mais l'histoire d'avoir 30% en 5 ans, 30% en valeur du véhicule, je pense que ce n'est pas réaliste. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, c'est pas réaliste. Il aurait fallu... Non, c'est terminé. Merci, nos amis auditeurs. Cet entretien est terminé. Hassan, Reda, c'est terminé. Reda, c'est terminé. On évoquera un sujet, je ne sais pas si ça va être aussi polémique. L'automobile, finalement, et l'industrie, c'est intéressant. On reviendra dessus, on aura l'occasion de revenir dessus. Peut-être d'ailleurs avec un acteur du secteur qui viendra nous dire quelles sont les difficultés pour déployer le partenariat. Le partenaire de Stellantis en Algérie, on en a le nom et peut-être qu'il sera avec nous la prochaine fois pour être plus précis, ne pas dire n'importe quoi et savoir ce que dit Carlos Tavares. En attendant, je pense qu'on évoquera l'écosystème des startups la fois prochaine, avec là aussi des gens du secteur et on dira un mot sur la nouvelle loi sur l'auto-entrepreneuriat qu'on devait évoquer aujourd'hui mais qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Merci d'avoir été
Passion avec ce café des experts économiques particulièrement houleux. Et à dans 15 jours. Comme ça.